seules mathématiques que j'ai faites à Paris et à Londres, c'était quand même des mathématiques pour économistes, c'est-à-dire des mathématiques débiles. Et donc, il confirme. Et donc, si on m'avait dit qu'un jour je serais ça, c'est ça ce que ça veut dire, la politique, faire ça ensemble. Et si on m'avait dit qu'en plus, je soutiendrais une productrice, grande productrice. Alors, je vais vous dire ce que c'est qu'une productrice, vous n'en avez pas tellement compte. Il se trouve qu'on m'a demandé un jour de participer à un scénario de film. Et ce scénario de film, le premier scénario a eu l'Oscar. Alors je me suis dit, le cinéma, c'est peinard. On s'y met à 3, on fait un film, ça s'appelle Indochine, on a l'Oscar, et après. Et c'est après que les problèmes ont commencé. Et donc, qu'est-ce qu'une productrice, une grande productrice? C'est assez clair, c'est extraordinairement politique. C'est-à-dire, il y a une idée, il y a une vision, et elle met ensemble des gens extrêmement différents pour raconter une histoire. Et c'est ça, le producteur. Donc un producteur est toujours un créateur. Parce que, vous voyez, les gens tellement différents qu'il faut mettre ensemble. Avec des égos, des angoisses nourries des égos, des gens techniciens, des financiers, avec une obstination incroyable. Et il faut les mettre ensemble. Donc, je la vois bien, moi, présidente de l'Assemblée nationale. Avec un suppléant d'enfer. Et donc, je sens bien ce qui va se passer là. Je sens bien. Parce qu'il va falloir les mettre ensemble. Hein. Parce que c'est la 12e réunion que je fais depuis le début de la campagne pour les candidats En Marche. Et ce qui est formidable, c'est qu'il y a une ressemblance, l'enthousiasme, et il y a une diversité des parcours. Il y a un type inouï qui est un orphelin coréen, qui est docteur en médecine, qui a fait un formidable master de neurosciences à Rudul, et qui en même temps est claveciniste de haut niveau. Il y a un type qui était apprenti plombier, et qui a passé tous les discours. Il y a une nana qui est d'ailleurs franchement sublime, et qui est ingénieur aéronautique, etc., etc. Et tous ces gens-là, ils se disent, quand je les vois, je leur dis, écoutez, c'est quand même vachement dur, vous allez faire ça, une campagne en 3 semaines. Alors ils disent, ouais, mais regarde Emmanuel, il a été président d'1 an, donc nous en 3 semaines, on peut le faire. Donc ils nous disent des trucs complètement déments, surtout pour moi, mais ça me fait marrer. Ils disent, de toute façon, il faut bien que tu te rendes compte. Alors, ils m'appellent oncle Eric, ou pour ceux qui sont les plus anciens d'entre vous, je suis l'oncle Paul, moi, de cette affaire. C'est-à-dire, j'ai une pipe et je raconte l'histoire. C'était comment du temps de Mitterrand? Et ils me disent, tu sais, Emmanuel, il n'est pas si jeune, hein? Parce qu'ils ont 30 ans. Alors tu vois, je vois des trucs, alors je me pêche d'enfer. Donc moi j'ai 70 ans, j'ai perdu 50 ans. Donc comment vous faites? C'est pas besoin de vous appliquer des crèmes partout, etc. etc. Pourquoi Emmanuel Macron? Parce que je le vaux bien. Et donc, voilà, pourquoi j'ai choisi en 2 mots? C'est qu'il se trouve que j'ai rencontré Emmanuel, il avait 29 ans, c'était la commission Attali. La commission Attali, c'était l'idée de mobiliser les ressources de la France. Et donc, j'ai trouvé ce jeune homme avec du punch et gentil et bienveillant. Parce que, franchement, moi, je suis conseiller d'État, mais je suis conseiller d'État pas du tout par le mérite du concours, hein, par la faveur et la manigance. Enfin, j'ai quand même été un peu conseiller d'État, et donc je vois ce que c'est que les grands corps de l'État. Donc il y a des gens plein de bords. Lui non. Je veux dire, il regarde, c'est un être humain, quoi. C'est pas un inspecteur des finances, quoi. Ça n'empêche pas. Mais quand même, non, je dis, ce type, il est fréquentable. L'avantage de l'âge, c'est qu'on choisit les gens qu'on fréquente. Hein, et puis surtout, quand vous voulez aucun poste, quand on va à un moment donné un peu parler de la culture, je veux dire, c'est pas à 70 ans qu'on commence une carrière de ministre quand même. Et donc il était là, donc on a comment être amis. Alors il s'est passé une scène. À un moment donné, il a été dans la banque, je ne sais pas si vous avez appris, mais il a été banquier pendant la banque. On a peu parlé. Mais il a été
banquier pendant un moment. Bien, ça vaut mieux qu'on connaisse un peu les finances avant de gérer celles de la France. Et dont on se rend compte d'ailleurs à chaque fois à quel point elles sont encore plus mauvaises qu'on pensait. Et donc il était là, et à ce moment-là, j'ai été invité par une célébrité mondiale. C'est pas Bardot, mais il y a le même prénom, Brigitte. Et encore plus belle pour moi. Et Brigitte, prof, m'invite à parler devant des élèves. Donc c'est dans son collège, donc il y avait 200 jeunes, et je pensais dire, vous savez, des questions, on dit à quoi sert l'écrivain, tout ça, etc. Et puis je vois quelqu'un arriver qui me dit, on va parler de tes livres et tout ça, qui c'était Emmanuel. Alors quand même, je voudrais que vous vous rendiez compte qui je suis, qui c'est Raoul. C'est-à-dire quelqu'un qui a été interrogé sur son œuvre par le président de la République. Donc c'est pas n'importe qui à voir la raison. Et après il y a eu une autre expérience qui était magnifique. Tu m'aimes? Oui. Voilà. 11 et demi en maths au bac. Non, correct, attendez. Et une autre expérience qui était formidable, c'était une commission qui s'appelait la commission du grand emprunt. Vous savez, il y a deux mauvaises façons de préparer l'avenir. Et en France, on a additionné les deux. D'abord, accroître les déficits des dépenses courantes, c'est-à-dire, au fond, vivre au-dessus de ses moyens, et aussi ne pas investir dans les secteurs clés. Ce qu'on n'a pas fait non plus, investir suffisamment dans les questions clés. Pendant 3 mois, on avait réuni des tas de gens qui réfléchissaient aux secteurs clés, porteurs d'avenir. Et qui dirigeait cette commission? C'était Alain Juppé et Michel Rocard. Et j'ai fait un rêve. Parce que les économistes rêvent. Je veux dire, surtout s'ils sont écrivains. Et j'ai fait ce rêve qu'on pouvait travailler ensemble. Et c'était absolument formidable. Donc si vous mettez les deux, c'est-à-dire ce personnage assez exceptionnel, et puis cette expérience, je me suis dit, on va continuer dans cette affaire. Et alors, sans comparer, parce que, évidemment, il y a 80 points de QI d'écart entre lui et moi, mais il se trouve qu'avant de faire de l'économie, j'ai fait aussi la philo. J'ai commencé par la philo. Alors moi, je n'ai pas eu rigueur, mais j'ai eu quand même des costauds, puisque la même année, il y a eu Yankelevitch, Gilles Deleuze et Raymond Aron. Et vous comprenez pourquoi j'ai choisi l'économie, parce que je me dis, si la philo, c'est ce niveau, il vaut mieux que je choisisse en dessous. Et voilà comment ça s'est passé, cette affaire. Donc l'amitié est née, et donc et je suis en train d'assister à ce qui est en train de se faire, qui est à la fois magnifique, et qui en même temps engage. Parce que l'espérance est gigantesque. On savait bien qu'on était au bout d'un cycle, on savait bien que le formidable potentiel de notre pays était utilisé qu'à peine 10%. Vous savez, j'ai cette chance, depuis maintenant 10 ans, de faire un tour du monde tous les 2 ans. Parce que quand vous avez fait 20 ans de Conseil d'État, quand vous êtes à peu près normalement constitué mentalement, j'avais envie de voir quelque chose d'autre. Donc à un moment donné, j'ai eu envie de voir à quoi ressemblait la planète. Donc je me suis lancé dans un essai sur le coton pour essayer d'expliquer la mondialisation. Et l'éditeur, après la sortie du livre, m'a fait venir, il dit, t'as vu les tirages? J'ai dit, j'ai vu les tirages, oui. Alors il m'a dit, écoute, à partir de maintenant, écoutez bien, à partir de maintenant, tu vas où tu veux, je paye. Il n'a donc plus jamais revu. Et donc j'ai fait, et à chaque fois que je revenais, je me disais, mais on a tout ici. Exemple, quand vous allez en Asie, vous revenez au-dessus de l'Allemagne, par le nord de l'Allemagne, par le moyen de l'Allemagne, par le sud de l'Allemagne. Et vous dites, mais comme vous connaissez les chiffres, et dans mon secteur d'économie, c'est-à-dire les matières premières, donc l'agriculture, comment se fait-il que l'Allemagne soit devant nous, et nettement devant nous, dans le domaine agricole, avec le terroir ridicule qu'ils ont, alors que nous, on a un terroir absolument magnifique. Comment ça se fait? Donc vous voyez, ce genre de questions sans arrêt. Est-ce que notre pays ne serait pas le champion du monde du gâchis? Et donc ça, c'est pour moi absolument insupportable. Car ma définition de la politique et de la vie, c'est l'art du possible.
quand je vais dans les classes, je n'arrête pas de répéter, et ça va souvent, moi je suis prof, hein, je ne suis pas du tout craqueur, je suis prof, moi. Hein, je ne suis pas, voilà, prof, c'est-à-dire apprendre, transmettre, inventer rien du tout. Rien du tout. Moi, je vais vous dire très franchement, rien du tout. C'est-à-dire, l'avantage d'être écrivain, j'ai vu ça assez tôt, c'est quand vous n'êtes pas écrivain et qu'il y a une fille sublime, vous prenez un râteau, c'est normal. Si vous n'êtes pas écrivain, c'est un râteau. Et si vous êtes écrivain, c'est un best-seller. Donc c'est le recyclage. Donc l'écrivain est vraiment au cœur de l'économie circulaire. Donc voilà. Vous voyez. Donc là, je n'ai pas 11,5, je suis passé à 12. Et donc voilà, c'est tout simple. C'est-à-dire, quand je vais dans les classes, je leur dis, il y a plus de vie que vous ne croyez dans la vie. Il y a plus de vie que vous ne croyez dans la vie. Et donc, mais ça veut dire aussi des conséquences. Ça veut dire que vous ayez un accès. D'où la mesure, pour moi, absolument déterminante, et évidemment étant extrêmement attaché à la langue, quand dans les zones un peu difficiles, et notamment avec des parents souvent qui parlent très mal français, voire pas du tout français, qui soient à 12 par classe. Et donc c'est absolument clé, parce que la vie c'est d'abord l'accès, mais c'est l'accès tout au long de la vie, c'est la deuxième, troisième, quatrième chance, c'est-à-dire on rebat les cartes sans arrêt. Vous voyez ce mécanisme, il y a des zones dans des zones qui est 50 élèves par classe, c'est clé. Ce qui pose une question extrêmement intéressante. Est-ce qu'il vaut mieux l'égalité ou l'égalité des chances? C'est une question absolument clé. Souvent, pas toujours. Il faut garder ces principes généraux. Et ça, c'est une des maladies de la France, de vouloir appliquer à des situations extrêmement différentes les mêmes principes. Et souvent, un principe, l'égalité, est contraire à la réalité des choses, c'est-à-dire à l'égalité des chances. Vous voyez, c'est ce genre de... C'est pour ça que moi je suis très, très militant. J'ai eu cette chance immense de vivre ça 2 fois dans ma vie, à 36 ans d'écart, puisque j'étais jeune militant de très tôt, puisque en entrant en Hippocagne à 17 ans, j'étais dans un parti qui était assez étrange. Il s'appelait le Parti Socialiste Unifié. Alors, il n'était pas du tout unifié. Pour vous donner un exemple, c'est que dans, on appelait ça une cellule, il y avait 7 tendances organisées. J'arrive, 17 ans, et je me dis, 7, c'est quand même pas mal, je vais me rallier à une des tendances. Et alors, le secrétaire général dit, on voit bien qu'Éric n'est pas mûr. Et c'était donc Michel Rocard, etc. Donc, et cette idée de voir l'enthousiasme qui est en ce moment-là, eh bien, ne pas décevoir. Ne pas décevoir, ça veut dire quoi? Ça veut dire bien voter, le 11 et 18, mais ça veut dire après, ne plus lâcher vos élus. Et ne plus lâcher votre président. Parce qu'on n'a pas fait toutes ces marches pour qu'il soit dans un palais. Il faut qu'il fasse. Et si on n'est pas d'accord, il faut gueuler. Il faut qu'on soit libre et qu'on continue. On ne va pas le lâcher. Et qu'en plus, entre nous, les marcheurs, on n'est pas tous d'accord. Tant mieux. Et moi, j'ai vu le Parti Socialiste mourir. Pourquoi? Par la paresse. On ne bossait plus. Et on ne débattait plus. Et on n'inventait plus. Donc c'est normal ce qui se passe. Donc le monde, il est extraordinairement compliqué en ce moment. Et tous ces tours du monde, il n'y a pas besoin d'en faire tellement, montrent à quel point le monde il est complexe, parce qu'on est dans des mutations qui sont des mutations permanentes, concomitantes et accélérées. Ça bouge tout le temps, il y a plein de mutations en même temps, et en même temps c'est accéléré. Donc je comprends que des êtres humains aient peur et se sentent mal face à ce vertige permanent. Bien sûr, d'autant plus s'ils n'ont pas été formés pour comprendre un petit peu ce qui est en train de se passer. Donc face à ce monde complexe, ils préfèrent le simple, même si le simple est faux. Vous savez ce que dit Valéry, qui n'a jamais été aussi pertinent, et jamais aussi pertinent pour expliquer le monde aujourd'hui. C'est-à-dire, tout ce qui est simple est faux, tout ce qui n'est pas simple est inutilisable. Et des gens préfèrent le faux, inutilisable. Et qu'est-ce qu'on appelle? Ça, on appelle le populisme. C'est-à-dire, on préfère le tout simple. On dit, il y a des frontières. On va fermer les frontières. Eh bien, c'est pas comme ça que ça se passe. Un seul exemple.
un seul exemple. Une Toyota, c'est une voiture française ou une voiture japonaise? Elle est fabriquée où? À Valenciennes. Donc c'est français. Et une Renault, c'est une voiture française ou une voiture roumaine? Elle est fabriquée en Roumanie. C'est où la nationalité? Donc arrêtons de dire ce genre de choses. Donc vous voyez, cette question-là est absolument clé. D'où l'accès, d'où la culture. Donc pour moi, l'éducation et la culture, c'est pareil. C'est l'accès. C'est donner à chacun la possibilité de réaliser toute la promesse qu'il a en lui-même. C'est ça une vie réussie. Et c'est ça une nation réussie. Qu'est-ce qu'il y a une promesse dans la France? Il faut donner la possibilité à la France de réaliser la promesse qu'elle porte en elle. Je vous remercie.